Vous écoutez la couverture en direct de l'élection présidentielle au Bénin. Il est 14h, bientôt 4 minutes à Boïcon, Savalou, Banté et Dassa. Nous sommes là au Bénin, 1 heure de moins ici à Dakar, West Africa Democracy Radio. Bon retour dans cette édition spéciale, une nouvelle édition spéciale qui s'installe juste après celle en anglais. Nous sommes là pour décortiquer ce qui se passe sur le terrain. Depuis ce matin, pour ce qui concerne cette élection présidentielle au Bénin qui se déroule en ce moment, vous avez eu ce qui se passe, les heures qui sont passées derrière nous avec nos envoyés spéciaux sur le terrain du nord au sud. Là, nous sommes de retour puisque à l'heure où nous sommes, beaucoup de choses se sont passées. Le président sortant, Patrice Talon, a glissé son bulletin dans l'urne à Cotonou sous les yeux de l'un de nos envoyés spéciaux, Alpha Aboubakar. Et nous avons également assisté au vote de Romuald Wadani, 49 ans, qui se positionne comme candidat du parti, sinon de la mouvance présidentielle. Il est soutenu par les trois grands partis de la mouvance présidentielle au Bénin. En face de lui, Paul Humpé, lui aussi, il a glissé son bulletin dans l'urne. L'opposant, vous allez l'entendre dans cette édition spéciale. Nous irons donc un peu partout. Ici, à Dakar, Maïmouna Fofana est postée au consulat du Bénin où les opérations de vote se déroulent. Et nous irons au Bénin, à Cotonou, avec nos reporters, à Porto Novo également, sans oublier Malanville dans l'extrême nord du pays. Un peu plus de près de 8 millions d'électeurs sont appelés depuis ce matin à voter pour pouvoir choisir un successeur à Patrice Talon qui a déjà fait 2 mandats. Une élection qui a beaucoup de particularités et les enjeux ne manquent pas. Premier enjeu, c'est bien sûr le taux de participation parce que selon les chiffres officiels, depuis l'élection de Patrice Talon en 2016 où on a noté 65% de taux de participation, les années qui ont suivi, le taux de participation n'a cessé de baisser. Alors les autorités ont misé gros sur l'amélioration du taux de participation lors de la campagne électorale. Nous allons essayer de le voir. Il y a également la sécurité, un autre enjeu puisque l'extrême nord du pays aujourd'hui est frappé par quelques attaques de groupes armés terroristes de façon sporadique. On signale que le Bénin à ce jour, en tout cas officiellement, n'abrite pas de sanctuaire djihadiste. Les attaques lui viennent du Burkina Faso et puis du Niger, des attaques d'hommes armés qui viennent attaquer et qui se replient immédiatement. Nous allons voir tout cela avec nos invités et puis nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et dans cette édition spéciale, bien évidemment, nos invités, je vous les présente dans ce studio avec moi, un invité. Et puis de Cotonou, nous allons recevoir bien sûr 2 autres invités qui seront avec nous. Je suis dans ce studio avec Max Bill. Bonjour Max Bill. Bonjour Sani Momoni, c'est Ibo. Max Bill Akodilossi, vous êtes journaliste et communicant, journaliste béninois, vous êtes basé ici à Dakar. Avec vous, nous allons décrypter cette actualité et notamment revenir sur les axes clés de la politique de Patrice Talon qui dirige le Bénin depuis 2016. Absolument. Et nous aurons de Cotonou, bien sûr, Didier Lando. Didier Lando, il est le coordonnateur de la plateforme Jeunesse en Mouvement pour la Paix au Bénin. Et nous aurons également Julien Oussou, qui est le coordonnateur de la plateforme de WANEP, coordonnateur régional. WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Julien Oussou est à la tête d'une Situation Room qui a envoyé des dizaines d'observateurs sur le terrain, un peu partout au Bénin, pour observer cette élection et remonter en temps réel les incidents et tout ce qui se passe d'ailleurs. Nous serons avec Julien Oussou. Nous l'avons en ligne, Mustapha ? Non, pas encore, n'est-ce pas? Didier Lando est là? Non, pas encore. Nous allons les avoir dans quelques instants. Mais en attendant, Maïmouna Fofana est déjà en ligne. Maïmouna, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, Sani. Et oui, juste à côté de nous, ici, vous êtes en train d'assister au vote des Béninois de Dakar. C'est quelque part non loin du consulat du Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à l'heure qu'il fait?
Exactement, Sani. Donc ici à Dakar, à l'école primaire Moundiaï Cissé de Liberté 1. Donc pas de chaleur aujourd'hui en cette mi-journée, juste une légère poussière qui flotte dans l'air portée par le vent et contraste avec le calme habituel donc qui règne dans ce centre de vote dans la cour. Le constat est frappant, Sani. Le centre est quasi vide, pas moins d'une trentaine de personnes seulement sont présentes entre électeurs, agents électoraux et observateurs. Ici, un seul centre de vote a été installé avec donc trois postes de vote. Au total, 1254 électeurs y sont inscrits, soit 418 par poste de vote, dont 270 hommes et également 148 femmes, Sani. Donc, depuis l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures ce matin, la participation reste très faible. Les électeurs arrivent au compte-gouttes, loin également de l'affluence attendue, Sani. Alors, Maïmouna Fofana, est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'affluence? Vous avez posé la question aux agents du bureau de vote. Oui, Sani, nous avons posé donc la question aux représentants donc de la Sénat, Django Adebiayi, voilà. Et selon lui, donc puisque c'est dimanche, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, donc peut-être que dans l'après-midi, ils seront là pour s'acquitter de leurs droits civiques. Mais en attendant, on observe vraiment un calme total ici dans ce centre de vote Sani. Donc sur place, il y a quelques difficultés qui sont signalées également. Lesquelles, donc, il y a Maïmouna? un électeur donc qui n'a pas trouvé son nom donc dans la liste électorale. Donc faute d'inscription préalable, donc il a signalé qu'il est venu pour s'acquitter de son droit de vote, mais qu'il n'a pas trouvé son nom alors qu'il s'était inscrit à temps. Donc voilà le cas qui a été signalé ici, mais malgré ces cas isolés, les opérations se poursuivent sans perturbation majeure. Donc, selon le représentant de la Sénat, Kobieni Boagra, donc toutes les dispositions ont été prises pour garantir un scrutin transparent, Sani. Merci à vous, Maïmouna Fofana, que nous allons peut-être retrouver avant la fin de cette édition. Pas peut-être, hein, nous allons vous retrouver avant la fin de cette édition pour que vous nous dites si la donne a changé entre-temps. Alors, on va poursuivre avec tout d'abord ma question à Max Abil qui est avec moi dans ce studio. Vous avez voté déjà ce matin dans ce centre d'où nous parlait Maïmouna tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le sentiment qui vous anime en tant que Béninois de voter? Alors écoutez, c'est un sentiment de satisfaction totale d'avoir accompli un devoir civique de la façon la plus juste. Voilà. La plus juste possible. La plus juste possible. D'accord. Et vous avez espoir que votre choix va payer? Je l'espère vraiment. Max Bill, alors des échos que vous recevez du pays, on a vu que dès le début du vote aujourd'hui, il n'y avait pas trop d'affluence. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que la situation s'est améliorée? Alors écoutez, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, ça s'entend, c'est normal. Nous sommes dans la diaspora et Dakar est le seul centre de vote du Sénégal. Et vous comprenez que voilà, celui qui habite Thiès, celui qui habite Saint-Louis, celui qui est à Ziguinchor, il ne pourra pas faire le déplacement juste pour venir voter. C'est recommandable, c'est souhaitable, mais ce n'est pas souvent évident. Donc ça, ce sont des réalités que nous devons prendre en compte dans l'analyse de ces Donc ça veut dire qu'il y a des risques que la situation ne s'améliore pas jusqu'à la fermeture du bureau de vote? Non, je reste optimiste que les gens viennent, même si c'est à compte-gouttes, mais que ça fasse le chiffre après.
Parce que oui, on a constaté que c'est pas compte-goutte que les gens viennent un à un. Mais après, lorsqu'on fait le décompte, on voit quand même qu'on est à 50%, à 60%, à 70%, ou à 80%. Donc, c'est pas l'affluence qui compte forcément, mais même si compte à goutte, les gens viennent, que cela fasse du chiffre derrière. Vous êtes actif au sein de la diaspora béninoise au Sénégal. Alors, dites-nous de ce que vous avez pu entendre, de ce que vous avez pu voir avec vos compatriotes. Est-ce qu'ils sont déterminés à voter aujourd'hui? Ah, bien sûr que les gens sont déterminés. La preuve en est qu'il y a beaucoup qui sont venus et qui n'ont pas vu leur nom sur la liste publiée, sur la liste électorale. Faute de quoi? Faute de ceux qui ne se sont pas rapprochés des canaux de communication habituels que nous utilisons, qui ne sont pas informés à temps pour pouvoir faire la mutation de leur nom depuis leur centre de vote habituel. C'est-à-dire qu'au pays, le centre de vote habituel, il faut transférer le bureau de vote sur place. Exactement. Ce qui n'a pas été fait pour beaucoup. Et donc, on regrette ces cas-là. Les gens qui viennent, qui n'arrivent pas à voter, qui repartent. Ils sont nombreux, ces personnes? Ils sont nombreux, à ce que j'ai vu. Oui. Parce que vous étiez là avant de venir ici. J'étais là-bas avant de venir ici. Alors, de façon globale, ce vote, c'est une première dans l'histoire politique du Bénin. On vote pour élire un président qui aura un mandat de 7 ans. Bien sûr, c'est la première fois et c'est pourquoi il est important pour nous de rentrer aussi dans l'histoire, de dire que nous avions aussi voté pour cette première fois-là où le Bénin franchit le cap d'instaurer dans sa constitution le septennat. Nous, on n'a jamais connu ça. On est à contrario avec des pays de l'Afrique centrale, par exemple, qui ont l'habitude des septennats. Nous, c'est la première fois qu'on l'expérimente. Le Sénégal a fait l'expérience une première fois. Pensez-vous que c'était nécessaire de passer de 5 à 7 ans? Je le pense sincèrement que oui, pour un président, il est nécessaire pour lui d'avoir 7 ans pour pouvoir bien travailler parce que nous avons vu les limites du quinquennat avec le président sortant. Nous avons vu que oui, s'il avait eu 14 ans, il aurait beaucoup mieux fait que ce qu'il a fait. Et donc, on le regrette, donc c'est pourquoi on corrige le tir. Et c'est bien. Nous avons en ligne Julien Oussou, il est bel et bien là. Julien Oussou, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je vous reçois, même si j'ai quelques soucis de connectivité. On va essayer de faire avec, parce que depuis hier, en tout cas, la connexion Internet n'est pas trop stable au Bénin. Julien Oussou, vous êtes à la tête de la plateforme électorale du Bénin. Vous travaillez avec des dizaines et des dizaines d'observateurs que vous avez déployés sur toute l'étendue du territoire national. Il est 14h21 au Bénin. Qu'est-ce que vous avez comme feedback du terrain? Dites-nous. Alors, merci beaucoup, mais peut-être qu'il faut que je clarifie. Je suis Julien Oussou, coordonnateur régional au bureau régional de WANEP, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Et donc, c'est le WANEP qui coordonne la plateforme électorale des OSC du Bénin. Et donc, c'est dans le cadre de cette plateforme que le bureau régional a pu, WANEP et la plateforme, et donc un total de 1771 observateurs ont été statistiquement déployés à travers le pays. Nous sommes présents dans tous les 546 arrondissements du pays, y compris les zones découpées par la commission électorale pour mieux répartir la charge du travail. Et donc, depuis ce matin, nous avons reçu de la part de nos observateurs des rapports sur l'ouverture du processus, donc du scrutin, des rapports sur la participation, des rapports sur le déroulement, mais aussi des incidents et des situations de difficultés, dysfonctionnements qui nous sont remontés au niveau de la plateforme électorale. Disons globalement que les bureaux de vote ont, dans une grande majorité, ouvert à 7 heures. On a décompté de nos positions au-delà de 77% d'ouverture à 7 heures. Nous avons noté des retards à l'ouverture au niveau de certains bureaux. Le plus grand retard que nous avons noté était à 9h29 et cela a été rapporté dans notre déclaration d'ouverture. Nous avons aussi noté des ouvertures avant l'heure prévue par le code électoral, la loi électorale. Et nous avons fait aussi cas de ces aspects-là. Nous avons remarqué que globalement, le processus a continué par se dérouler. L'affluence, elle n'y est pas encore au moment où on compilait les données pour notre précédente déclaration. Mais le processus a encore du temps devant lui.
nous avons été confrontés à un certain nombre d'incidents et d'irrégularités que nous avons rapportés dans notre déclaration d'ouverture. Et certains de ces incidents mettent même un peu en difficulté nos observateurs sur le terrain, et même nous sommes en contact à travers ces données-là, à travers ces informations-là. Et donc, la plateforme continue d'interagir, et ça c'est notre objectif, interagir avec les organes de gestion des élections, les autorités, pour que les mesures soient prises pour faire arrêter ce type de dysfonctionnement et irrégularité qui risque d'entacher l'intégrité du processus. Alors, Julien Oussou, la commission électorale, par exemple, la Cour constitutionnelle, ce sont des arbitres de ce qui se passe actuellement au Bénin. Est-ce que la plateforme a eu à leur apporter ces incidents? Alors, nous avons ce canal de travail et de travail de longue date, de partenariat de longue date avec la commission électorale. Tous les incidents critiques de ce type que la plateforme a connus ont été, disons, transmises officiellement à la commission électorale. Certaines d'entre elles qui impliquent le travail ou l'implication ou l'intervention des forces de sécurité ont été aussi transmises, disons, aux commissaires d'arrondissement et autres autorités sécuritaires pour que des mesures soient prises. Heureusement qu'il n'y a pas cette compétition au niveau des postes de vote. Autrement, on serait déjà en train de vivre des situations de tension, voire de violence. Alors, Julien Oussou, les difficultés, vous en parliez. Quelles sont les difficultés auxquelles vos agents, vos observateurs sont confrontés sur le terrain? Bon, jusqu'à ce moment, nous avons encore la chance de les avoir tous sur le terrain, mais nous savons que d'ici là, certains parmi eux pourraient commencer par se retrouver en difficulté dès que nous avons publié notre déclaration sur le déroulement du processus. Mais avec les autorités avec lesquelles nous travaillons, nous espérons que les mesures seront prises pour que cela n'arrive, parce que si nous devons communiquer sur le fait que nos observateurs ont été pris à partie, ça pourrait aussi signifier qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais comme je dis, on sent du côté de la commission électorale que du travail préparatif a été fait. Et si vous rappelez, lors des élections de janvier, l'ouverture à l'heure était autour de 36%, 37%. Ouais. Aujourd'hui, si on est à 77%, vous pouvez imaginer le travail gigantesque qui a été fait. Mais les acteurs sur le terrain, et surtout les militants ou qui ont intérêt dans un certain nombre de résultats ou un certain niveau de taux de participation sur le terrain, sont sûrement en train de s'y prendre de la mauvaise manière, et cela peut, disons, influencer la perception. Et même, je veux dire, voilà, avec quel regard on pourrait regarder le processus. Julien Oussou, selon la loi électorale, les bureaux de vote, en tout cas qui ont commencé à 7h, doivent fermer à 16h temps universel. À l'heure actuelle, que pourriez-vous nous dire par rapport, bien sûr, au taux de participation? Est-ce que Julien Oussou est là? Oui, je suis là. Nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur ça. Et d'ailleurs, ça ne figure pas dans la déclaration déjà publiée par la plateforme. Donc, l'observation continue. Ces données ne sont pas encore disponibles. Et dès que la plateforme décidera de les publier, ou quel que soit ce que décidera la plateforme, peut-être dans nos prochaines interventions, cela sera clarifié. Et nous serons ravis de vous avoir, Julien Oussou, à 17h. Les bureaux auraient déjà fermé, plusieurs bureaux auraient déjà fermé au Bénin. Dans notre édition spéciale de 17h, nous serons encore avec vous, Julien Oussou, pour voir quelle est la situation. Merci de votre intervention, Julien Oussou. C'est moi qui vous remercie. Merci. Julien Oussou, coordonnateur du réseau WANEP pour l'Afrique de l'Ouest, qui est donc à la tête de la plateforme électorale des OSC au Bénin. Est-ce que Didier Landau est avec nous? Moustapha Seck? Non, je vais prendre la réaction de Max Bill sur ce qu'on vient d'entendre de la part de Julien Oussou. Alors, écoutez, c'est tout à fait normal. Chacun joue son rôle. Et le WANEP joue également le sien. Et donc, s'il y a des irrégularités qui sont constatées, oui, c'est normal de les remonter, d'en parler pour que cela soit corrigé.
Mais voilà, on ne va pas anticiper sur des réactions qui ne sont pas du tout positives pour la crédibilité de l'élection. On doit aussi savoir raison garder, de dire voilà, on a constaté ces irrégularités, les remonter, mais ne pas anticiper forcément sur des réactions qui pourraient ne pas y avoir. Donc voilà. Didier Lando, vous m'entendez? Allô Didier, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bienvenue sur la West Africa Democracy Radio. Vous êtes à la tête d'une plateforme qui travaille pour que cette élection se déroule dans la paix. Vous avez fait le tour du pays il y a quelques jours pour sensibiliser des jeunes comme vous et à travers eux toute la population pour une élection pacifique. Est-ce que à l'heure où nous sommes, vous avez le sentiment que vous n'avez pas prêché dans le désert? Didier Lando, alors on vient d'entendre des jeunes qui ont voté. Vous avez entendu le cri de cœur des diplômés sans emploi. Votre réaction? Justement, je pense que le problème il est récurrent. Hein. C'est le problème de tous les jours, le problème de l'accès à l'emploi pour les jeunes dans le programme de société, le projet de société. Des différents candidats, c'est un aspect qu'ils ont pris en compte. Maintenant, qu'est-ce qu'il en serait dans la pratique, on ne sait pas encore. C'est la question que je vous pose en tant que jeune leader béninois. Oui, justement. Alors, cette question, j'avoue que j'ai pas de réponse par rapport à la préoccupation parce que c'est les dirigeants qui sont censés apporter solution. Cependant, il faut dire que nous, par exemple, dans l'initiative que nous avons déployée, celui de la campagne Jeunesse en mouvement pour la paix, on a mis en place une plateforme numérique, la plateforme jeunesse-du-bénin.com, où l'objectif était justement de recueillir les attentes de la jeunesse béninoise vis-à-vis de la prochaine gouvernance. Et c'est un des problèmes qui sont revenus très souvent. Et les jeunes n'ont pas manqué également de proposer des solutions. Tenez-vous tranquille, par exemple, quand on était à l'étape de l'école normale supérieure de Porto-Novo, on était avec des élèves professeurs, des professeurs en formation, mais ils sont tous revenus sur l'importance, par exemple, à côté de la formation académique, de mettre en place un système qui permet à l'élève, en même temps qu'il suit sa formation académique, qu'il ait une formation professionnelle, qu'il soit en apprentissage, qu'il apprenne un métier, et qu'en arrivant au bac, dès qu'il décrochant son bac, qu'il ait également un diplôme qualifié pour un métier. Donc, c'est pour vous dire que les solutions existent. Les jeunes même ont des approches de solutions. Maintenant, le véritable défi, c'est que les jeunes puissent être écoutés, déjà qu'ils puissent être consultés par les dirigeants et que leurs avis soient pris en compte. Et nous, ça fait partie de notre bataille. Et c'est pour ça que nous avons mis en place cette plateforme-là. Et les contributions recueillies sur cette plateforme, nous sommes en train de travailler sur ce que nous avons appelé un mémorandum de plaidoyer et dont l'objectif serait qu'on va soumettre après aux prochains dirigeants, espérant que vraiment la jeunesse soit écoutée parce qu'on ne peut pas construire une solution pour la jeunesse sans la jeunesse. Max Bill, alors, vous avez écouté ces jeunes comme vous? Bien sûr que je l'ai écouté avec admiration de tout ce qui se fait au Bénin avec le mouvement Jeunesse en mouvement pour la paix. Et toutes ces initiatives permettent de porter le Bénin de niveau, je veux dire n'importe quoi, T1 à T2. Donc, si on était à T1, toutes ces initiatives-là participent à ce que le Bénin prenne un peu plus de niveau. Et donc, la question de l'emploi, les questions liées aux préoccupations de la jeunesse, je pense que ces questions, petit à petit, commencent à trouver des solutions. Parce que moi, je suis vraiment le Bénin de loin, de tout ce qui se fait dans mon pays, et j'en suis vraiment fier. Lorsque vous prenez l'initiative de la zone industrielle de Glodjigbe, par exemple, vous voyez que ceux qui travaillent, ce ne sont pas des Rwandais. La main-d'œuvre qui est exploitée, ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des Pakistanais, ce sont des Béninois. C'est des jeunes Béninois qui travaillent. Et donc, même si tout le monde n'est pas servi en même temps, mais il y a une frange qui commence déjà par trouver... Et pour vous, il y a de l'espoir. Voilà. Pour moi, il y a de l'espoir. D'accord. Ouais. Alors, nous allons remercier Didier d'avoir été avec nous.
de Cotonou. Didier, bonne suite de journée à vous, cette journée électorale à Cotonou, où justement nous allons tenter de retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Alpha Boubacar. Merci À tout à l'heure, Didier. Nous allons poursuivre avec, bien sûr, Max Bill qui est avec moi dans ce studio. Alors, on sait que, comme Alpha l'a dit, pour des zones fortement christianisées, les gens ils vont à l'église avant d'aller voter. Mais de façon générale, ce qu'on constate au Bénin, c'est que c'est à quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote que les gens s'empressent. Oui, malheureusement, c'est la culture que nous avons. Moi, j'ai voté au Bénin en 2016 et c'était ça, le même constat. Les gens viennent pratiquement vers la fin. Et voilà, parfois même le président ou bien le président ou le coordonnateur du centre est obligé de prendre quelques mesures dérogatoires, demander, voilà. Et puis voilà, on cherche des points compromis pour pouvoir recevoir ceux qui sont déjà là, qui sont dans le rang, qui sont dans une file d'attente. Donc, on est obligé de les recevoir. Et j'en ai déjà vu. Ce sont des mesures exceptionnelles qui avaient été appliquées, je crois, en 2016, il y a 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est réellement? Je ne sais pas. Et puis parfois, il y a des bureaux dans lesquels les gens votent à la lumière des lampes torches. Exactement, c'est des situations qui arrivent. Mais bon, il faut constater aussi que même si le bureau de vote est ouvert à 7 heures et qu'on a enregistré que le premier votant à 10 heures, pour moi, le bureau de vote n'a pas ouvert à 7 heures. Pour moi, le bureau de vote a ouvert à 10 heures parce que c'est à l'heure là qu'on a enregistré le premier votant. Et donc, cela doit impacter sur l'heure de la fermeture également. Donc, voilà, les autorités sont au courant et qu'ils prennent les mesures du douane pour que cela se corrige. Et voilà cet observateur jeune rencontré par l'un de nos reporters. Bien sûr, qui nous rapportait là donc la situation en termes d'affluence au bureau de vote un peu avant la mi-journée. Alors, Max Bill, au-delà de au-delà de cet enjeu lié au taux de participation, de façon globale, est-ce que la façon dont la campagne électorale s'est déroulée, pour vous, est-ce que ça augure, bien sûr, de l'avènement d'une nouvelle ère qui peut être beaucoup plus sereine pour le Bénin? Quand on prend sur le plan politique, on sait qu'il y a eu beaucoup de remous ces dernières années. Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de remous. Et ce sont des réformes qui ont amené des remous. Et moi, je dis, s'il y a des réformes qui n'amènent pas de remous, c'est que ce n'est pas suffisamment pertinent. Lorsque des réformes sont pertinentes, il faut qu'il y ait des remous. Parce que ça bouscule des habitudes, ça bouscule des manières de faire. Et donc, si nous voulons aller de l'avant, il faut qu'on soit un tout petit peu bousculé. Et donc, c'est normal. Et selon vous, la façon dont les remous ont été gérés... Alors, qu'il y ait des remous, c'est une chose. Il y a l'opposition radicale qui a crié à l'exclusion. Bon, pour cette élection, par exemple, on n'a pas le parti Les Démocrates, qui au départ, quand même, avait le nombre de parrainages requis. C'est vrai qu'un parrain s'est retiré, et puis bon, c'est comme ça que la candidature des démocrates est tombée à l'eau. C'est regrettable. C'est regrettable qu'il y ait une frange de partis politiques ou d'acteurs politiques qui aient voulu participer aux élections et qui n'y arrivent pas. C'est dommage, c'est regrettable. Cependant, on dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si les démocrates n'ont pas pu, en leur sein, trouver ce qui unit, plutôt que de soulever ce qui divise, ça, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes parce que les tests ont été votés bien avant. Ils savaient qu'ils ont besoin de 28 députés ou de 28 parrainages. Et donc, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des conseils communaux, s'ils avaient des maires, cela pouvait compenser. Mais ils n'avaient pas de maires, ils n'avaient que de députés. Et à la dernière minute, s'il y a un qui se retire, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est la faute aux démocrates de façon exclusive. Alors, Max Bill, moi j'ai envie de demander, vous venez de dire que les démocrates ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Mais ce parti semble avoir réuni les conditions qu'il faut, mais a vu tous ces dossiers rejetés au niveau des élections locales et communales, par exemple.
Alors, à ce niveau, je pense que le Bénin aujourd'hui a fait des pas significatifs en termes de gouvernance électorale. Parce que il y a la Cour suprême qui est là, qui peuvent saisir, il y a des juridictions compétentes qui sont là, qui peuvent saisir pour obtenir gain de cause. Moi, je pense que le Bénin que nous sommes en train de construire, c'est pas un Bénin sur lequel il faut jeter de l'opprobre, c'est un Bénin sur lequel il faut pouvoir dire juste, c'est-à-dire ce qui est, apprécier ce qui est. Tout n'est pas parfait, il faut le reconnaître, mais d'abord reconnaître ce qui est parfait et indiquer ce qui est à parfaire. Donc, c'est ce que je pense. Sur la gouvernance politique de Patrice Talon pour ces dernières années. Alors, Max Bill, on écoute ce point et puis nous revenons pour la discussion. Le principal parti d'opposition, les démocrates de l'ancien président Thomas Boniaï, a été exclu pour n'avoir pas recueilli le nombre de parrainages nécessaires. Au matin du 7 décembre 2025, des coups de feu ont retenti dans les rues de Cotonou. Un groupe de soldats rebelles s'empare de la télévision nationale et annonce que le président Patrice Talon a été renversé. Une tentative de coup d'État qui a révélé, selon l'analyste Vigile Awansé, le niveau de frustration de certains Béninois. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est qu'il y a eu un président qui est venu, qui a accédé démocratiquement au pouvoir et qui a utilisé les moyens démocratiques pour changer les règles démocratiques, pour, on va dire, priver les citoyens béninois de la jouissance des principes démocratiques. Je vous donne quelques exemples. Le droit de grève, on n'a pas, officiellement, on ne l'a pas supprimé, mais on l'a arraché d'abord à certaines corporations, certains secteurs d'activité, par exemple l'enseignement, le système éducatif. Plusieurs opposants ont été arrêtés et emprisonnés et d'autres en exil, mais Gustave Despossonon, soutien du pouvoir en place, rejette l'idée d'un rétrécissement de l'espace civique. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons assisté à une gouvernance axée sur, je dirais, la rigueur, l'affirmation de l'État à travers les différentes réformes mises en place par le président Talon. Le président Talon a une vision que je peux qualifier de gestion axée sur les résultats. Le plus important pour lui, ce sont les résultats qui comptent. Et il a su faire le diagnostic de notre pays. Les réformes du gouvernement Talon ont considérablement remodelé le système politique béninois. L'expert en politique et en gouvernance, Joël Ataï-Guédégbé, réagit. La première implication, c'est de se demander si les électeurs ne se sentiront pas désabusés, s'il n'y aura pas une désaffection. Donc le taux de participation qui était déjà dans une tendance baissière depuis les élections de 2019 est quand même un indicateur à observer, à surveiller. Est-ce que la population, les citoyens valident cette option globale? On le verra. L'opposition n'étant plus sérieusement en ordre de bataille, peut-elle influencer la décision de ses électeurs, voire des autres électeurs, alors qu'elle a lancé un mot d'ordre mitigé de non-soutien à l'un des deux candidats, sans être dans le boycott. Avec une concurrence si limitée, l'attention se tourne maintenant vers la manière dont les citoyens eux-mêmes réagiront. La première implication, c'est de se demander si les électeurs ne se sentiront pas désabusés, s'il n'y aura pas une désaffection. Donc le taux de participation qui était déjà dans une tendance baissière depuis les élections de 2019 est quand même un indicateur à observer, à surveiller. Est-ce que la population, les citoyens valident cette option globale? On le verra. L'opposition n'étant plus sérieusement en ordre de bataille, peut-elle influencer la décision de ses électeurs, voire des autres électeurs, alors qu'elle a lancé un mot d'ordre mitigé de non-soutien à l'un des deux candidats, sans être dans le boycott. Cette élection est un nouveau test pour le pouvoir de Patrice Talon. Le taux de participation des électeurs ne cesse de baisser depuis 2019.
Alors Max Bill, on a suivi cet élément. Oui, avant de prendre Aziz Adam Soulé qui est déjà là, je voudrais bien avoir votre point de vue sur ce que vous avez écouté. Vous voyez, c'est bien que j'ai suivi avec vraiment intérêt les points abordés par les intervenants. Et surtout Ataï Guédégbé qui dit est-ce que les électeurs ne se sentent pas désabusés? Je dis non. Enfin, dans la culture du Béninois, le Béninois cherche la réussite personnelle, au sens stricto personnel. Et donc, quand un Béninois dit oui, moi je me rappelle en 2016, quand je demandais à mon papa d'aller voter, il disait quel que soit celui qui sera élu, je dois faire ce que je fais pour manger. C'est pas lui qui viendra changer ma situation. Vous voyez déjà, ça veut dire qu'on ne se sent pas concerné par la chose. On se dit, quel que soit, voilà, si je participe ou pas, les autres vont élire le président, il va gouverner pour nous tous. Et gouverner, ça ne veut pas dire que ma situation va changer. C'est ça ce que nous entendons. Et ça déteint chez nous. Et pour l'anecdote, la finalité, c'est quoi? Quand Talon a été élu en 2016, mon papa fait partie de ceux qui ont subi les représailles. C'est-à-dire, je dis représailles entre guillemets parce que son entreprise où il travaillait a été fermée parce que c'était une structure étatique, a été fermée. Et je lui ai dit, papa, dis donc, quel que soit celui qui est élu, tu dois toujours faire ce que tu dois faire pour manger, mais tu continues toujours à faire ce que tu fais pour manger. Ah, donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que nos choix importent. Et en démocratie, le choix est important. Le choix est vraiment important. Et je ne dis pas ça pour dire non, je suis contre tel camp et pour tel autre. Mais il faut choisir d'abord. Et même ne pas choisir, c'est choisir. On a vu quand même qu'il n'y a pas eu de consensus autour des réformes politiques. Alors, si le consensus intervient dans une réforme, ce n'est plus vraiment une réforme. Vous pensez? Je le pense sincèrement. Alors, on est en démocratie où, quelle que soit la taille de l'acte qui est posé, il faut quand même que les acteurs politiques puissent discuter autour. Oui, discuter autour, d'accord. Que l'on apporte des points d'amélioration, d'accord. Mais dire que tant que nous n'aurons pas de consensus, on ne va pas réformer, on ne va pas prendre acte d'améliorer nos conditions de vie, de nos manières de faire. Pour moi, ce n'est pas bien. Parfois, il faut que le leader prenne la responsabilité de décider pour tous. Il peut se tromper. Mais qu'on lui donne maintenant ne serait-ce que le crédit de se tromper. Alors, en démocratie, le leader consulte avant de décider pour tous. Tout à fait. Et le leader fait ce que la majorité lui dit de faire. Je suis d'accord. C'est ça, en démocratie, en principe. Je suis d'accord. Et la minorité, non plus, même si la minorité ne consent pas, ça ne veut pas dire que la minorité a eu tort. Donc, le leader peut prendre en compte ce que dit la majorité, mais il a aussi l'obligation de tenir compte de ce que dit la minorité. Alors, je reviens à vous, Max Bill. Max Bill, on a écouté le dossier sur, bien sûr, le volet économique et le volet sécuritaire. Aujourd'hui, sur le plan économique, le Bénin a fait quand même des avancées. Mais ça tarde à se traduire dans le quotidien des populations au point que Patrice Talon lui-même, il a reconnu en 2021 que son dernier mandat, c'est un mandat qu'il va consacrer à faire du social, mais à l'arrivée, on se rend compte que rien n'a véritablement changé. Alors, rien n'a véritablement changé. Sur le plan du social, je veux dire. Sur le plan du social, moi je me dis, on peut choisir de voir le verre à moitié plein comme à moitié rempli. Alors dites-nous. À moitié vide, j'allais dire. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, oui, le social, ça peut être perçu différemment. Si, chez moi, on m'apporte de l'eau, au lieu de faire 5 km pour trouver de l'eau, j'ai pu accéder à l'eau en payant, par exemple, je faisais 5 km, je paye le transport et je paye les bidons d'eau et que je fais un ravitaillement de 1000 francs par semaine pour l'eau et qu'on m'apporte de l'eau chez moi, mais c'est du social. C'est de l'économie, c'est du social. Et donc, quand on essaye de ne pas toujours voir le social comme la distribution
de l'argent ou la distribution de vivres ou l'assistance ce n'est pas ce qui est de vivres. Ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas ce qui est sous-entendu. Max Abil, on a parlé à des Béninois qui peinent à manger quotidiennement. Et je pense que Romuald Ouadagné lui-même, il a reconnu quand il présentait son projet de société pour dire que il faut travailler à ce que les Béninois puissent s'en sortir, puissent avoir tout ce qu'il faut pour quitter l'extrême pauvreté. Il a reconnu lui-même, le candidat du pouvoir. Vous savez, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les moins développées du continent. Que l'extrême pauvreté soit encore dans nos pays, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Mais les dirigeants sont élus pour faire en sorte que ça puisse s'améliorer. Oui, on y travaille tous les jours. On doit y travailler tous les jours. Pas que les dirigeants, nous-mêmes y compris. Nous qui sommes dans la situation, nous sommes concernés par l'amélioration de notre main-d'œuvre que nous apportons à l'économie. Moi, je dis, il faut d'abord travailler sur l'économie humaine, l'économie de la ressource humaine, le capital en développement. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous avons suffisamment d'outils? Est-ce que nous sommes suffisamment outillés pour affronter la misère, comment on appelle la grande misère qui ambiante chez nous? Est-ce que nous avons les moyens de le faire? Qu'on commence déjà par là. Que des gens, les jeunes, soient formés, qu'ils soient outillés, que le capital humain soit renforcé. C'est par là que nous allons commencer par lutter contre la grande pauvreté, la grande misère. Mais si on continue de dire, ouais, il n'y a pas de social, il n'y a pas de social, pour moi, ce n'est pas un discours qui passe. Apprenez-nous à pêcher, ne nous donnez pas du poisson. Bon, vous savez que le taux de croissance, tel que c'est conçu, ce n'est même pas au Bénin seul, c'est difficilement que ça a un sens pour le panier de la ménagère. Oui, moi, je dirais que aujourd'hui, pour le Bénin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. On pouvait rester dans... Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas d'incidence sur le panier de la ménagère, c'est tout comme si on n'a pas progressé. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on a un taux de croissance, je crois que c'est un indicateur macroéconomique, quand on a ce taux de croissance, c'est vrai que c'est de gros chiffres et tout ça, mais dans la traduction, dans le quotidien des populations, c'est tout un problème. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire de l'extérieur, on voit que l'économie évolue, avance et tout ça. Et c'est ce à quoi on assiste avec le Bénin aujourd'hui. Le FMI et la Banque mondiale disent qu'il y a un bon taux de croissance. Les investisseurs vont en masse au Bénin, etc. Je peux peut-être être d'accord avec vous sur le point que peut-être que dans quelques années, on pourrait avoir tout cela en termes de bénéfices pour la population. Mais actuellement, tel n'est pas le cas. On pourrait avoir, mais déjà, nous avons déjà quelques effets. Lorsque vous voyez que le SMIC béninois a monté, même si le taux n'est pas tellement significatif, mais ce serait peut-être à l'image du poids de notre économie. Si notre économie aujourd'hui nous permet d'avoir ce SMIC, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Peut-être que demain, ça nous permettra d'être à 60 000, d'être à 70 000 de SMIC. Donc ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, les réformes qui ont été entreprises, qui ont été menées par Patrice Talon, on ne peut pas en voir les fruits aujourd'hui totalement. On a déjà quelques fruits. Parce que déjà, lorsqu'on a constaté que le gouvernement de son propre chef a augmenté les salaires, il y a des gens on a vu la publication de comment les tranches ont été augmentées. Et donc, moi j'ai une amie au Bénin qui est sage-femme qui me dit, en tout cas, même si Talon n'a rien fait, moi, je l'ai senti ce qu'il a fait dans mon salaire. Oui, ça c'est pour les salariés. Vous savez qu'au Bénin, l'informel pèse beaucoup dans l'économie. Et pour ces milliers de personnes qui s'activent dans l'informel, ça c'est pour les salariés, ce que vous dites. Alors, le poids de l'économie des salariés, c'est ça qui déteint sur la qualité et la santé de l'informel. Parce que les salariés ne vont pas dans un marché qui a part. Nous allons tous dans le même marché. Le salarié va dans le même marché que celui qui est dans l'informel. Et l'informel aussi va dans le même marché que celui qui est salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela permet d'éjecter du flux dans l'économie, même dans l'informel aussi. Mais à côté, vous savez que les taxes ont augmenté au Bénin ces dernières années. Que des taxes, oui, les taxes ont augmenté. C'est peut-être une perception pour nous que des taxes ont augmenté.
moi, je parlerais peut-être qu'il y a eu élargissement de l'assiette fiscale. Parce que il n'y a pas un Béninois qui payait, je dis n'importe quoi, 10 francs et qui s'est retrouvé à payer 15 francs. Non. Mais par contre, il y avait des taxes dont il était exonéré, alors qu'il devrait les payer. Et aujourd'hui, on lui dit, ah, ça, tu devrais payer, mais on t'avait exonéré, maintenant, tu te mets en règle vis-à-vis du fisc. Mais on ne va pas dire qu'il y a eu augmentation. Non, il y a eu élargissement. Quand je parle d'augmentation, c'est pour, par exemple, des gens qui ont des revenus assez modestes, mais à qui on applique des taxes quand même qui, en fin de compte, au lieu de promouvoir leurs activités, ils n'évoluent pas. C'est de ça que je suis en train de parler. Et moi, je pense d'ailleurs même que le fait d'appliquer des taxes, on ne doit pas s'en plaindre. Mais que fait-on avec les taxes que nous payons? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas les taxes que l'État prélève chez moi qui me fait autant mal. Mais lorsque je constate que chaque mois, je suis prélevé, par exemple, écoutez, moi, j'ai tout le temps râlé, par exemple, je dis, excusez-moi pour le mot, pour le RTB, par exemple, où je dis, moi, on ne peut pas prélever de l'argent sur le contribuable pour le compte de l'ORTB, qui est le service public, et que parfois on a des difficultés, soit à accéder au reportage, soit à, comment on appelle, à regarder certains matchs où on dit, ouais, il y a tel droit qu'on n'a pas payé, etc. Or, le citoyen paye pour ça, tout le temps. Et donc, la qualité du service, parce que le citoyen a déjà payé pour ça, la qualité doit suivre. Je suis dans cette revendication par contre. Mais je ne suis pas pour le fait que, ah ouais, on doit réduire. Oui, réduire, c'est toujours bien. Mais est-ce que si nous réduisons, ça nous permettra d'atteindre nos objectifs? Patrice Talon lui-même a reconnu le caractère rude des réformes qui ont été entreprises et a invité le peuple à la patience. Max Bill. Oui, c'est son rôle. C'est son rôle d'inviter. Parce que, vous voyez, quand vous êtes un père de famille et vous entreprenez de construire la maison qui va abriter de logis qui va servir de logis pour toute la famille, ben, ça déteint sur la façon de vivre au quotidien. En tout cas, Patrice Talon, il a déjà un bon plan pour sa retraite. On l'écoute. J'ai besoin de faire autre chose, de m'amuser, de sortir, mais tout en restant un bon citoyen. Et dans la charge qui a été la mienne depuis 10 ans, il est illusoire de penser qu'on peut s'effacer de sorte à ne plus même exister. Je resterai un ancien président, et alors je reste dans ce rôle-là. Et notre constitution prescrit désormais que tous les anciens présidents, tous les anciens présidents de l'Assemblée, tous les présidents de cour constitutionnelle siègent dans un conseil de sages. Je ne vais pas me dérober à cela. Il y aura le président Soglo, le président Boniaï, le président Talon, le président Moussou Bruno, Moubedi, Didier Kolaolé, Nago, le président Vlavonou, le président Dossou Robert, le président Olo, la présidente Poyon. Vous voyez, ouais, toutes ces personnalités de caractères, de compétences diverses, d'horizons divers. Vous voyez, donc ce sera quand même quelque chose qui, pour nous, pour le Bénin, sera une chambre de sagesse, de conseil, d'apaisement et de conciliation. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose, ce serait une faute de se dérober à cela. Ah oui, le plan de Patrice Talon pour sa retraite, Max Bill, le Sénat, il pense siéger au Sénat. Ah bien sûr. Je dis toujours, c'est ce qu'on n'a pas su faire et qui a amené certains écarts que nous pourrions constater. Mais ça ne vous gêne pas qu'au Sénat siègent des personnes qui n'ont pas de mandat électif? Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du moment où ça pourrait avoir lieu ailleurs, qu'on ne l'appelle pas Sénat, mais ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs parce que, oui, regrouper ces personnalités dans un creuset formel pour qu'ils aient leur voix, leur point de vue, leur opinion, c'est quelque chose qui est à saluer. Et non qu'ils aient seulement un avis consultatif. Vous savez, pendant longtemps, le CES, par exemple, le Conseil économique et social au Bénin, et qui est devenu aussi Conseil social, économique et environnemental, a fonctionné, mais toujours avec un avis consultatif. C'est-à-dire, même s'il constate que ce qu'il propose est indispensable, il n'y a pas de moyen de coercition, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de voie d'obligation pour que l'exécutif applique ce qui est là. Mais il faut bien qu'on ait un creuset où des gens ont des voix
et qui n'ont pas la tête dans le guidon et qui ont beaucoup plus de recul pour analyser, pour dire ce que vous prenez là. Mais la révision constitutionnelle qui a mené à ça, vous savez les conditions dans lesquelles ça s'est passé? Alors, la révision de la Constitution, moi je dis, ça c'est quelque chose que l'on déplore. Moi, personnellement, je me suis dit, la façon dont ça a été passé au forceps. C'est passé au forceps et c'est ça que je n'ai pas apprécié. Parce que je dis, ce n'est pas parce que on veut innover que ça va se passer de toute discussion. On peut en discuter, mais à l'arrivée, le leader peut l'imposer pour dire, moi, je veux que ça passe parce qu'au bout, quand nous allons l'expérimenter... Là, on n'est plus en démocratie. En démocratie, il n'y a pas d'imposition. Dis-moi, quand il y en a, c'est de la part de la majorité. Non, en fait, quand je le dis comme ça, il y a toujours... Parce que les voies pour que cela soit adopté sont des voies démocratiques. C'est prévu par notre constitution. On ne peut pas changer une constitution en se dérobant de la constitution actuelle. Ce n'est pas possible. Et tout ce que le président... La constitution, par exemple, a demandé qu'on prenne l'avis du peuple. La Constitution a demandé... À travers un référendum. Oui, mais le référendum n'est pas obligatoire. Le référendum est l'un des moyens pour réviser la Constitution. C'est-à-dire quoi? Le président peut choisir de ne pas faire de référendum et de le faire par la voie parlementaire. Et c'est cette option que le président a prise. Et donc, il n'est pas en faute vis-à-vis de la Constitution. Il pouvait choisir de dire, bon, au lieu d'aller vers la voie parlementaire, je choisis de consulter directement le peuple. Mais la constitution béninoise de 90 a dit qu'il y a un certain nombre de points qui doivent faire l'objet de consultations populaires avant qu'on puisse apporter quelques modifications que ce soit. Je crois que le mandat présidentiel en fait partie. Et c'est pourquoi je disais que c'est regrettable, parce que le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion, pour moi, ce n'est pas que le mandat. Quel que soit le point à réviser dans une constitution, ça doit être soumis à débat. On débat de ça, mais après le débat, parce que dans le débat, il peut y avoir même de la lumière pour celui qui a initié. Il y a des points qu'il n'aurait pas peut-être vus en initiant ce projet, et à la fin, in fine, il va dire, je n'avais pas vu ce pan, je n'avais pas vu ce côté, et il va l'intégrer. Et donc, se passer des débats, pour moi, ce n'est pas bien. Par contre, incriminer ce qui a été fait, je ne suis pas d'accord. Mars Bill, merci pour votre présence dans ce studio. Je rappelle que vous êtes journaliste communicant béninois. Vous êtes bien sûr à Dakar. Vous étiez avec nous dans cette émission spéciale sur donc la présidentielle au Bénin.